Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle table ronde. Une gouvernance économique mondiale est-elle encore possible? Nous allons essayer de répondre à cette question. Sommes-nous en train de vivre un renouveau, une redistribution de la gouvernance économique mondiale? D'ailleurs, est-ce qu'une gouvernance mondiale est encore possible alors que les grandes organisations comme le FMI, comme la Banque mondiale, comme l'OMC sont devenues le théâtre de rivalités entre nations irréconciliables, entre celles qui réclament plus qu'un strapontin et les plus puissantes, un peu moins enclines à partager le pouvoir économique. On va essayer de répondre à cette question avec nos intervenants. Thierry Derez, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Covéa, un géant de l'assurance mutualiste. Bonjour Éric Fourel, vous êtes le président de EY France. J'étais. Jusqu'au début de la semaine. Lars-Henrik Röller, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, fondateur et président du Dialogue mondial de Berlin, forum international qui rassemble des acteurs de la politique et de l'économie. Naere Woods, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de gouvernance économique à l'université d'Oxford. Et puis le docteur Qiuan Chu, chercheur principal à l'Académie chinoise des sciences sociales, est également avec nous. Il est également directeur adjoint du Centre de recherche sur les finances internationales. Et ma première question, je vais la poser à Lars-Henrik Röller. Je l'ai dit, il existe déjà des instances de gouvernance économique mondiale, comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme le G20. Ces instances sont-elles adaptées aux urgences de notre époque, à l'urgence d'aujourd'hui? Thank you. Merci, je vais m'adresser à moi en anglais, essayer de parler le plus lentement possible. En fait, l'ordre international est mis au défi, en fait. C'est ce qu'on discutait, c'est ce qu'on discute au G20 depuis très longtemps, les règles, l'ordre basé sur les règles, sur les institutions multilatérales, le libre-échange et tout ça, c'est du passé. Le monde va dans une nouvelle direction. C'est intéressant de réfléchir à savoir pourquoi c'est le cas. Une des raisons, c'est que les réglementations internationales ne livrent pas ce qui est attendu par les gens. C'est vrai en Occident, et c'est vrai également pour ce qu'on appelle le Sud global. Il y a la mondialisation a généré des inégalités. Ça a été à combiner avec des programmes sociaux, répartition, etc. On n'a pas fait du bon boulot là-dessus. Mais pour le monde en développement, si on regarde des pays comme la Chine, nombre de personnes sont sorties de la pauvreté. Donc la mondialisation a également contribué à aider nombre de ces pays en termes de leur développement économique. Ça n'a pas réglé tous les problèmes si on pense au climat, les objectifs du développement, mais ça a eu beaucoup de bénéfices. Mais ce que le reste du monde n'aime pas et avec lequel il n'est pas content, c'est la représentation. Et c'est un point. Et les double standards de l'Ouest, deux poids, deux mesures de l'Occident, ça ne plaît pas. Alors, je pense qu'il y a un problème. L'autre question, c'est que les technologies ont changé, ont évolué. La technologie. Si on regarde ce que les économistes appellent l'économie des superstars, que certains pays, les États-Unis par exemple, attirent à eux tout l'argent. Et évidemment, des politiques de plus en plus sévères. Dans de nombreux pays, en Europe par exemple, on a beaucoup de discussions là-dessus. De nombreux pays, c'est peut-être plutôt français, ont des politiques industrielles où le gouvernement s'implique finalement dans le jeu. Et ça implique, ça tend vers le nationalisme, des politiques plus nationalistes. Ceci rend les choses très difficiles. C'est le développement, les politiques économiques, la technologie et la justice. Le fait que les choses soient justes. Ça met au défi finalement l'ordre international. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment aller de l'avant? Alors, je pense que si vous parlez de la mondialisation, si on se concentre sur la partie gouvernance, finalement, on pense que, évidemment, l'Organisation mondiale du travail, l'OMC, gros problème. Regardez les Nations Unies, l'organisation spéciale, les FMI, la Banque mondiale, tout ça, elles sont mises au défi, confrontées à d'énormes défis. Le problème que l'on rencontre dans le monde, c'est qu'on a besoin de la coopération internationale sur le climat, sur les objectifs
environnementaux, etc., les SDG, du développement durable, par exemple, les objectifs du développement durable. Alors, les choses qu'on discute au G20, c'est d'essayer de réformer ces institutions multilatérales. Alors, sauver les gouvernements qui sont produits par l'Ouest, Bretton Woods, par exemple, les accords de Bretton Woods, ça a été émis par nous et pas avec le reste du monde. Et donc, de prendre les choses sérieusement et d'essayer de réformer les organisations existantes. La Banque mondiale, avec Angie Banga, par exemple, nouveau président, qui essaie de réformer la Banque mondiale. Certains disent bonne chance, parce qu'il y a deux problèmes clés là-dessus. Le premier, c'est la finance, parce que lorsqu'on veut avoir plus d'impact sur ces problèmes, ces questions, des objectifs de développement durable, on a besoin de plus de financement et plus de financement privé. Beaucoup de discussions à savoir comment on peut utiliser l'argent public pour attirer le privé. En fait, tout ça, ça amène au fait que l'Ouest doit payer plus. On a parlé d'une taxation des riches, par exemple. L'Allemagne vient de boucler ses discussions budgétaires il y a 1 heure. Et donc, on a un budget en Allemagne, mais c'est très difficile. Et en France, la France n'est pas dans une situation facile au point de vue fiscal. Mais on a besoin de plus d'argent pour les organisations mondiales. Est-ce qu'on en a la volonté? Le deuxième problème, c'est la gouvernance. Si vous voulez réformer, il faut donner aux autres plus de droits, leur laisser de la place. Les États-Unis ont un pouvoir de veto dans ces institutions et ils demandent plus de droits. Les Chinois demandent plus de droits. Et je n'ai pas vu de politique d'un pays, même des pays démocratiques, qui a choisi, a accepté de lâcher du pouvoir sans avoir quelque chose en retour. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut donner plus de pouvoir aux pays en développement? Qu'est-ce qu'ils font pour y arriver? À l'OMC, par exemple, la grande question, c'est est-ce que la Chine est toujours un pays en développement ou non? Je pense que le fait de réformer la gouvernance actuelle, ça va être dur. L'alternative, qui je pense serait pire, c'est que d'autres institutions émergent. Il y a des discussions en Afrique pour la création d'une nouvelle banque pour le financement, le IIB, une banque d'infrastructure qui est à Shanghai et que l'on essaye de bloquer, mais elle est là, cette banque chinoise, la BRICS Plus, par exemple, qui émerge, les BRICS. Et donc, je pense qu'on est à un point critique, à un seuil critique. Il y a une transformation de la mondialisation, ou peut-être une déglobalisation. Pour moi, c'est une transformation de la mondialisation. Et la gouvernance dont on a besoin peut être soit la réforme de systèmes existants, c'est là où va ma préférence, mais ça impliquerait des choix très durs de la part de politiques et des gens qui votent pour ces politiciens, ou une nouvelle gouvernance adviendra qui sera beaucoup plus fragmentée, pas aussi bonne que ce que l'on a actuellement. Merci. Merci infiniment. Je vais passer la parole à Nairé Woods. J'évoquais l'opposition entre nations. Lars-Henrik Røller a également parlé du nationalisme qui est dangereux. Est-ce qu'il faut parler de nationalisme quand on parle de gouvernance économique? Est-ce que la montée des nationalismes, c'est synonyme de chaos, forcément? Merci et merci de m'avoir invité. J'allais parler en français, mais j'ai vu que personne n'avait besoin des casquettes avec Lars Erik. Alors peut-être je vais parler en anglais, ça va? OK, so... Bien, bon, d'accord. Donc, nous avons vu une augmentation du nationalisme économique partout dans le monde. Pas seulement la perspective de Donald Trump. Nous avons vu dans les discours du président Macron à la Sorbonne il n'y a pas très longtemps, dans les discours de Jake Sullivan et du président Biden, on l'a entendu par exemple chez les leaders chinois. De plus en plus, on considère le protectionnisme, les barrières, les tarifaires et la disparition des règles de coopération avec lesquelles nous avons tous et toutes grandi. On doit comprendre, je crois, pourquoi cela est si puissant sur le plan politique. Parce qu'ici, aux rencontres économiques, nombre d'entre nous parlent du besoin de coopération et le besoin de réforme. Et je suis d'accord avec Lars Henrik, mais à mon avis,
D'abord, nous devons nous demander quels sont les défis que les politiciens essaient de relever avec les tarifs, avec le protectionnisme et avec le nationalisme économique. Et moi, j'aimerais m'attarder sur les 3 défis qu'ils essaient de relever. Et le premier est d'ordre politique, c'est l'emploi, c'est les revenus, c'est moins de travail précaire, principalement pour les jeunes générations. Et les tarifs sont le premier choix, en tant que manière pour les politiques de dire je vais vous protéger, je vais appliquer des tarifs, des barrières tarifaires. Mais ce que l'on sait toutes et tous, c'est que les tarifs ne sont pas très efficaces économiquement. Lorsqu'il s'agit de créer des emplois, ils sont efficaces sur le plan politique jusqu'à ce que la vérité apparaisse et que les emplois ne sont pas créés. Et donc, la première idée que je mettrai sur la table ici, c'est qu'il ne faut pas casser les règles d'échange avec les tarifs. Si on regarde l'histoire, si on regarde ce que Franklin D. Roosevelt a fait dans les années 30, Franklin Roosevelt, c'était de retourner aux unions, aux syndicats, aux droits des travailleurs, de voir comment on peut protéger les travailleurs d'une autre façon. Les États-Unis, ça a vraiment réduit le recours aux tarifs ou le besoin de recours aux tarifs. Mais encore plus important, c'est que ça a créé une conduite pour les travailleurs et d'évoluer par le biais des syndicats et de s'intéresser à la politique. Et ce qui est vrai, je crois, en Europe et au Royaume-Uni où j'habite, c'est que les partis des travailleurs, les mouvements des travailleurs ont été complètement hijackés ou repris par la classe professionnelle. Et personne ne représente plus la classe ouvrière. Il y a eu une prise en main. Et les gens ne sont plus représentés correctement. Et c'est ce qui conduit au fait qu'on n'a plus confiance. Donc il ne faut pas casser le système de libre-échange pour régler le problème, mais il faut vraiment réfléchir aux autres mesures qui nous sont offertes pour régler le problème. Il y a la rivalité aussi géopolitique avec la Chine, les États-Unis, mais il y a beaucoup d'autres pays qui également s'élèvent dans cette rivalité. Encore, quel est l'argument que l'on porte à une administration Trump quand on leur dit pourquoi ils devraient coopérer? L'argument est simple, c'est que s'ils ne peuvent gagner que dans une rivalité géopolitique qu'avec des alliances stables et de confiance. Et ces alliances ne couvriront que juste un petit nombre de pays, parce que le reste ne veut pas être allié. Les autres pays, ils veulent se joindre à l'alliance lorsque ça correspond à leurs intérêts. Il y a une nouvelle impulsion de non-alignés dans le monde émergent. Et c'est la raison pour laquelle même les nationalistes économiques auront besoin des institutions internationales dont Larsenik a fait mention. Mais ce ne sont pas seulement celles que préconisent les Européens. Ces institutions doivent inclure l'AIB, dont le siège est à Pékin, la Banque indépendante de Shanghai, les arrangements qui se développent dans les pays émergents et qu'ils créent pour eux-mêmes. Et ces blocs vont amener à une nouvelle coopération et une façon d'amener les réformes dont Lars Henrik parlait. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est que la troisième chose que les nationalistes économiques qui ont pris en Europe auxquels ils répondent, c'est la compétition, la concurrence pour dominer les industries de technologie à haute valeur ajoutée, utiliser les politiques industrielles et le protectionnisme industriel pour y arriver. Mais aucun pays dans le monde, ni la Chine, ni les USA, peuvent concurrencer, peuvent participer à cette course sans les autres pays qui doivent fournir les minerais utiles et de permettre une production à l'échelle, permettant d'accélérer les processus. Et donc, même pour la concurrence technologique, ces pays n'auront pas seulement besoin d'alliances, mais également d'institutions internationales, de manière à ce que tout bouge dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle
le nationalisme économique, on n'est pas condamné à une guerre mondiale. Les choses peuvent nous amener à une nouvelle gouvernance mondiale. The floor. Jusqu'à présent, le libéralisme s'appuyait, en grande partie en tout cas, sur le multilatéralisme. Est-ce que c'est encore vrai en 2024? Thank you. Merci pour vos questions. Avant de passer aux questions, je voudrais répondre ou commenter les présentations des deux premiers orateurs. Ils ont parlé Lars Hendrik a parlé de la globalisation, de la mondialisation, qui ne livre pas ses promesses. Moi, je dirais que la Chine est souvent critiquée, justement, sur le fait qu'elle vole des emplois aux autres pays. Mais je voudrais vous dire la vérité. En Chine, le secteur manufacturier a connu un pic en 2012, puis ensuite il y a eu un déclin. On a perdu des emplois en moyenne, plus de 2 millions par année, à l'échelle de 2 millions par année dans le secteur manufacturier. Donc si la Chine vole des emplois aux autres pays, alors qui vole les emplois de la Chine? C'est Dieu, ce sont les aliens, c'est qui? Non, c'est ni l'un ni l'autre, je crois. Je crois que la Chine est le plus grand pays. Ce sont les robots. Les robots. On utilise des progrès technologiques. On a une croissance économique très rapide. Bon, le gâteau est plus gros, mais les progrès technologiques ne délivrent pas aux gens, aux personnes, aux citoyens. Et c'est la réponse que je voulais apporter au premier point. Je voudrais parler maintenant de la multilatéralisation globale. Donc, il y a des difficultés. Moi, je voudrais vous présenter un cas intéressant, un exemple pour traiter de cette situation. À la fin des années 90, il y a environ 30 ans, la Chine a commencé des négociations sur le libre-échange. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucun progrès qui a été réalisé dans ces négociations. On n'a accompli aucun progrès. Mais c'est très intéressant de noter la Chine, le Japon et les États-Unis, on a rejoint le RCEP, c'est-à-dire le partenariat régional qui a été initié par les pays asiatiques, 10 pays asiatiques. Et donc, très intéressant. De cette façon, la Chine, la Corée, le Japon, on a créé un accord de libre-échange. Mais pour les 3 pays, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé d'accord? Parce qu'on ne s'aime pas. Parfois, le Japon et la Chine, on a des relations amicales, mais par contre, il y a quelque chose qui arrive et puis à ce moment-là, il y a un conflit entre les Japonais et les Coréens. Donc, il y a toujours des conflits entre les 3 pays. Mais lorsque les pays asiatiques ont initié l'idée du RICP, on a trouvé des choses acceptables. Mais maintenant, si on laisse de côté l'opportunité, à ce moment-là, l'autre côté va prendre le relais. Donc, on est en concurrence, toujours en concurrence. Et on cherche à ce que tout le monde rejoigne le RICP. Donc, il est très intéressant pour moi. Les pays asiatiques, bien que ce sont des petits pays, mais lorsqu'ils sont unis, ils sont puissants. Et ils peuvent vraiment avoir la voix au chapitre, justement, et puis aider à trouver des solutions entre le Japon, la Chine et la Corée. On pourrait imaginer que l'Europe est une puissance neutre, comme les pays asiatiques. Par exemple, entre la Chine et l'Europe, la Chine et le Japon, l'Europe pourrait être un pays neutre pour créer un équilibre entre la Chine et les États-Unis. Et donc, la Chine voudrait coopérer avec l'Union européenne. Donc, ça, c'est l'histoire avant la pandémie. Le TTIP entre les États-Unis et l'Europe et les accords entre l'Europe et la Chine
je pense que seule l'Europe peut exercer son influence et faire en sorte que on encourage, qu'elle encourage la gouvernance internationale et multilatérale. C'est l'Europe qui a le rôle à jouer pour favoriser cela. We'll ask Lars Henrik Roller to react because I think he would have things to say. But first of all, C'est possible aujourd'hui de parler de gouvernance mondiale en termes d'économie, en tout cas, en s'affranchissant de la souveraineté, de l'idée de souveraineté économique. Je crois qu'on y a cru. On y a cru au moment de la chute du mur. Tout le monde se souvient de ce qu'était prophétisé la fin de l'histoire. Et finalement, la fin de l'histoire, est-ce que ça n'est pas une forme de gouvernement planétaire? Peu importe son organisation, mais assez rapidement, nos espérances, nos illusions se sont trouvées dissipées par la réalité. Et pourtant, puisque je parle en français et non pas en anglais, pour une raison évidente, c'est que si on veut qu'il y ait un gouvernement mondial, il faudra qu'il parle français. Et pourtant, il y a des domaines dans lesquels un gouvernement mondial fonctionne. Je vais en identifier deux. Un qui est très étalé dans l'histoire et un qui est extrêmement circonscrit, très bref, dans l'histoire. Je commence par le plus court pour ne pas lasser le public. C'est la rapidité avec laquelle nous avons réglé la question des CFC pour protéger la couche d'ozone. Tout le monde a été d'accord, tout le monde. Et ça a été, à l'échelle de ce que sont ces phénomènes de climat et d'atmosphère, extrêmement rapide. Le deuxième domaine, qui lui est quasi millénaire, au moins pluriséculaire, c'est le droit maritime. Le droit maritime a été une matière qui s'est forgée empiriquement au cours des siècles et qui aboutit aujourd'hui à ce qu'il y a une règle en réalité qui s'applique sur tous les océans du monde. À partir de ces deux notions, il y en a sans doute d'autres. Je pense par exemple à la Convention de Varsovie en matière de transport aérien. À partir donc de ces deux exemples, qui encore une fois sont aux antipodes en termes de temporalité, qu'est-ce qu'on peut retenir? Peut-être les ingrédients qui doivent être indispensables pour parvenir à une gouvernance mondiale. C'est la nécessité. Sans nécessité, nous ne ferons jamais rien. Nécessité en termes d'urgence, c'est ça une nécessité. L'urgence en matière maritime, elle n'était pas caractérisée. La nécessité, oui. D'accord. Et puis, il y en a une deuxième, et ça rebondit sur les propos de notre ami, il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Il ne faut pas qu'il y ait de perdants. S'il y a perdant-gagnant, le petit jeu, très humain, continuera à s'installer et on n'ira pas vers ce chemin d'une gouvernance mondiale. Donc finalement, on peut se demander si, à part un grand sujet qui est devant nous, tous les autres sont véritablement éligibles à la gouvernance mondiale. Le grand sujet, chacun, j'espère, l'a compris, c'est le climat. Le climat, de toute façon, comme le CFC, la couche d'ozone, nous concerne tous. Et donc, c'est peut-être le vecteur, le chemin pour arriver à cette fameuse gouvernance. Et la réaction maintenant d'Éric Fourrel. Alors, la fragmentation, ce nationalisme montant, est-ce que tout ça, ça signe la fin de la globalisation de l'économie telle qu'on a pu la connaître jusqu'à présent? Je crois que ça a déjà été dit. Effectivement, on est probablement à un moment charnière. Est-ce la fin de la globalisation? Certainement pas. Au fond, on a vécu 70 ans depuis la Bretton Woods, l'OMC, 70 ans effectivement d'une montée de cette mondialisation. Ce matin, Jean Dorez nous disait peut-être qu'elle était excessive,
et en particulier, effectivement, Lars l'a rappelé à l'instant, elle a laissé un certain nombre de laissés pour compte, et en particulier ce que, comment s'appelait ce sociologue anglais, David Goodhart, les somewhere, ceux qui, au fond, ont été incapables de répondre, rebondir face à cette globalisation et qui sont restés ancrés dans des territoires qui se sont soudainement appauvris du fait de la désindustrialisation. Donc oui, la mondialisation n'a pas été forcément heureuse pour tout le monde, et aujourd'hui on assiste à un basculement, une remise en cause forte de cette mondialisation, en particulier du fait de cette désindustrialisation qu'elle a occasionnée dans les pays occidentaux, mais pas que. Les doutes sur la souveraineté sanitaire, la souveraineté énergétique dans la suite de la crise Covid, de la guerre en Ukraine posent de grandes questions sur, au fond, est-ce que cette mondialisation est véritablement efficace. Et puis là-dessus s'ajoute effectivement cette question absolument centrale du réchauffement climatique, où on voit bien qu'au fond, l'intégration des chaînes de valeur, un téléphone portable qui fait 17 voyages entre différents pays avant d'arriver dans les magasins où vous pouvez les acheter, c'est probablement facteur de réchauffement climatique, d'emballage plastique surabondant. Et donc, la mondialisation est aussi probablement une des causes de la crise environnementale dans laquelle nous sommes. J'ajouterais aussi un autre phénomène auquel on commence juste à prendre conscience en termes de risque de cette globalisation, qui est la donnée personnelle, l'exploitation de nos données personnelles à travers l'intelligence artificielle, qui, si elles sont concentrées dans quelques mains, soit de grands opérateurs privés, soit de grands opérateurs publics, mais qui ne sont pas, en tout cas en Europe, est-ce qu'on n'a pas demain un risque d'asservissement fort et de contrôle social sur nos comportements qui pose véritablement question. Donc la mondialisation, elle a probablement atteint ses limites. Et donc le phénomène de fragmentation auquel on assiste, il est somme toute assez logique. Est-ce qu'il va entraîner la mort? Est-ce qu'il y a un risque de guerre mondiale derrière cette fragmentation? Je rejoins complètement Gaïa pour dire que non. Non, en réalité, la globalisation, malgré tout ce qui se passe, malgré l'OMC qui est en panne, la globalisation, elle se porte très bien. Les exportations représentaient 25% du PIB dans les années 70. Elles ont atteint plus de 60% au moment de la crise financière en 2008. Elles sont restées autour de 60%. Un peu moins, un peu plus. Mais voilà, la globalisation, elle est toujours là. Et on voit que le commerce international, en 2022, il a continué à croître. 2,5% en volume, 10% en valeur du fait des poussées inflationnistes. Donc la mondialisation, elle continue à opérer. Et quelque part, malgré cette fragmentation, on peut se dire que c'est un filet de sécurité pour le monde, parce qu'on l'a dit, on l'a entendu aussi ce matin, toujours dans la parole de Jean Decaisse, c'est Montesquieu, le doux commerce, pacificateur. Et ça continue de fonctionner. Pas de la même manière, pas avec une gouvernance aussi simple, et effectivement avec des rivalités fortes entre États, une Europe qui a enfin pris conscience qu'elle ne pouvait pas être le simplet de la crèche et qu'il fallait qu'elle réagisse en particulier par rapport à un certain nombre de dumping social ou environnemental à ses frontières. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est une réponse très imparfaite à ces phénomènes. Je voudrais ajouter, si vous me laissez, David, encore 30 secondes. 15. 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Mais un point quand même que je voudrais dire à notre ami Juan. De mon point de vue, non, l'Europe ne sera pas neutre. L'Europe sera engagée. Elle sera engagée pour ses valeurs. Elle sera engagée pour ses valeurs humanistes et dans sa façon de se réapproprier les instruments de la gouvernance économique mondiale demain. Moi, j'en appelle à ce que l'Europe soit capable, et d'ailleurs c'est ce matin la députée qui nous le disait, le Brussels Effect qu'on a vu en matière de RGPD. Eh bien oui, grâce aux instruments d'extraterritorialité,
L'Europe peut imposer, parce qu'elle reste le plus grand continent qui réunit le plus grand nombre de consommateurs au monde, l'Europe peut imposer à travers sa régulation de nouvelles normes environnementales, de nouvelles normes éthiques. Alors, et donc la régulation n'est pas... Vous avez fait plus de 30 secondes. La régulation n'est pas un problème pour l'Europe, c'est la solution pour la nouvelle gouvernance mondiale. Thierry Derez, vous voulez réagir? Je vous donne 20 secondes. 20 secondes. Les États-Unis ont créé la Réserve fédérale en 1913, 131 ans après leur création. L'Europe a créé la BCE 41 ans après sa création. Pourquoi? Dans les deux cas, il s'agissait de faire face à, une crise aux États-Unis, une crise monétaire et économique majeure, et 2, en Europe, l'installation de l'euro. La nécessité, vous dis-je. Alors, comme ces rencontres sont également les vôtres, je vais prendre des questions dans le public. Alors. Non, pas lui. Moi, j'ai une question pour M. Derez. Vous avez dit que les deux piliers de la gouvernance mondiale, d'un potentiel de gouvernance mondiale, s'appellent la nécessité et pas de perdant, pas de gagnant. Je me demandais si l'évolution de la démographie mondiale, avec une partie du monde, la partie la plus riche, qui diminue en population, et l'autre qui augmente à toute vitesse, l'Afrique, est-ce que la démographie fait nécessiter et peut être traitée de telle manière pour les gagnants? Alors, merci de cette question. Alors, je vais la répéter. Est-ce que l'évolution démographique, telle qu'on peut aujourd'hui la projeter, avec des pays très développés dont les perspectives démographiques sont plutôt faibles, alors que des pays beaucoup moins développés ont des perspectives démographiques fortes, cette évolution démographique, donc disjointe, crée-t-elle l'élément de nécessité que j'évoquais tout à l'heure, et est-ce qu'on peut estimer qu'il n'y aura ni perdant ni gagnant? Alors, maintenant que j'ai répété la question, je vais essayer d'y répondre. Je pense que oui, ça fait partie des éléments de nécessité. Nous ne pourrons pas ne pas en tenir compte. Enfin, nous, ou nos successeurs, ou nos descendants. Bon. Maintenant, tout l'art politique, et ça rejoint les remarques de tout à l'heure, l'art politique va être de faire qu'il n'y ait pas de perdant, pas de gagnant. C'est sans doute là qu'est la plus grande difficulté. Donc, la nécessité, oui. Le fait qu'il n'y ait pas de perdant, pas de gagnant. Est-ce que la nature humaine plaide pour un tel optimisme? Ah bah je sais pas. J'interroge la salle. Je crois que en ce moment, c'est la mode d'interroger. On va jusqu'à prononcer des dissolutions. Il semblerait que Lars-Henrik Roller a peut-être un élément de réponse. On va jusqu'à prononcer des dissolutions pour interroger. Alors je me tourne vers la salle. Allez-y. Sorry, there was no translation. Désolé, pas eu de traduction. Ma question, c'est que vous avez de la globalisation, ce n'est pas mort, cela va se poursuivre. Vous avez besoin de règles mondiales également. Cela applique aux valeurs chinoises également. Ce sont des valeurs et des règles. Déjà, je ne critique pas la Chine. En Europe, nous pensons que nous sommes le continent le plus ouvert au monde. Nous sommes très libres, très ouverts, quelquefois un peu plus que les États-Unis, mais si la globalisation produit des perdants et des gagnants, ce qui sera le cas, nous avons une responsabilité en tant qu'élus de dire aux gens qu'il faut compenser les perdants pour les gagnants. Nous ne l'avons pas fait suffisamment. Si la globalisation a trop d'effets négatifs, ce n'est pas la seule raison. Donc, bien sûr, les gens ensuite seront frustrés. Vous n'allez pas résoudre mon problème, vous allez résoudre un problème pour les élites de la mondialisation et les gens vont gagner plus d'argent et vont faire plus de commerce, mais vous devez résoudre les problèmes du peuple. Sinon, ils vont voter pour des peuples non démocratiques. C'est également le cas dans mon pays. Donc, nous devons prendre cela très au sérieux. Ce n'est pas un problème chinois uniquement. La Chine fait partie du jeu. C'est un problème européen ou un problème allemand. C'est-à-dire que nous devons montrer que toutes ces augmentations vont bénéficier aux personnes
de tous les jours. Ce qui est important pour eux, c'est les emplois et les prix. Ça, c'est le premier point. Concernant la Chine, le deuxième point, il y a toujours une question pour savoir si la Chine respecte les règles, oui ou non. Je suis pro-chinois. Je suis en faveur de la Chine, peut-être un peu trop pour les Allemands. Nous avons cette action anti-dumping contre les véhicules électriques chinois. C'est un grand problématique. Bien sûr, la technologie chinoise est très bonne et on dit que c'est très innovateur et ils sont très forts, ils vont très bien réussir, mais en même temps, ils subventionnent en même temps. Je pense qu'on a besoin d'avoir les mêmes règles pour tout le monde. C'est de cela dont on parle actuellement. Il y a beaucoup de gens en Europe qui veulent travailler avec la Chine, pas contre la Chine. Par exemple, au niveau du climat, les gens veulent travailler avec la Chine. On a besoin d'un changement au niveau des Chinois. Avec les subventions et l'innovation, on ne peut pas avoir l'un ou l'autre, on peut avoir les deux. J'espère que les négociations entre l'Europe et la Chine sur les véhicules électriques ne vont pas terminer avec une guerre commerciale. Ce serait très mauvais pour le climat parce que les véhicules électriques sont très bons pour le climat. J'espère qu'on va trouver une solution qui va convenir à tout le monde. Je voulais juste dire que c'est un peu dangereux, un peu trop tentant pour les économistes de croire que la mondialisation va simplement se poursuivre. Si on fait cela, on ignore des grandes puissances politiques et des forces politiques qui sont en train de changer les règles. Ce n'est pas le cas que vous allez vous réveiller demain en vous rendant compte que c'était un mauvais rêve. Les règles changent. Maintenant, on utilise la technologie verte pour protéger le climat. Toutes les entreprises au monde se posent la question, pas où est-ce que je peux trouver cela à le prix le moins cher, mais où est-ce que je vais pouvoir sécuriser mon offre pour les marchés où je veux vendre. Par exemple, les régimes de sanctions qui créent un calcul tout à fait différent pour les pays émergents et le technonationalisme. Ces 5 forces sont en train de bouleverser le paradigme de la mondialisation, ce qui est très inconfortable pour tous ceux qui ont une formation dans l'économie traditionnelle, parce que cela demande une démarche très différente pour obtenir de la croissance et être compétitif. Qui avait une petite remarque à faire sur le sujet. Oui, effectivement, les règles vont changer, sont en train de changer. Mais sur la question des subventions, effectivement, il y a ce débat actuellement entre est-ce que la Chine a, au fond, joué avec les règles de l'OMC en accordant trop de subventions pour la recherche et le développement dans les véhicules électriques et les batteries. Question ouverte. En réalité, les règles de l'OMC n'interdisent pas les subventions, en partie sur le terrain de la recherche et du développement. Le crédit d'impôt recherche, en France, 7 milliards par an, entre 5 et 7 milliards par an. Est-ce que c'est un facteur de distorsion du commerce international? C'est une subvention. L'IRA aux États-Unis, ce sont des subventions. Tous les États pratiquent la subvention comme un outil pour encourager l'innovation. Et ce n'est pas forcément contraire aux règles de l'OMC sur le terrain des automobiles. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que la Chine a cru par 30% ses capacités exportatrices en matière de véhicules, sur les véhicules électriques aujourd'hui. Elle ne représente encore que 10% des exportations d'automobiles. L'Europe, c'est 45%. Donc il y a encore une compétition qui est largement ouverte et évidemment que la rivalité, la compétition économique est là, mais je dirais, le diable n'est pas forcément toujours celui qu'on désigne de façon spontanée. Sur le besoin de faire évoluer les règles, je terminerai par là, David, si vous me permettez quand même, mais c'est important. Le point tout à l'heure de Thierry sur la nécessité de trouver des terrains de coopération qui correspondent à de véritables nécessités, et en particulier le réchauffement climatique, la transition environnementale, c'est là le point clé. Et c'est sur ce terrain-là qu'on peut peut-être espérer trouver une nouvelle coopération, une nouvelle gouvernance économique internationale qui réponde à un besoin du bien commun. Et oui, les États sont capables d'y arriver quand ils sont face à une volonté qui relève du bien commun. Je pourrais donner un autre exemple plus récent
que ce Thierry donnait tout à l'heure, mais je comprends que j'ai plus le temps. Ouais, non, parce que j'aimerais bien faire réagir le public. Est-ce que une question? Allez, voilà. Attendez le micro, comme ça on n'aura pas à répéter la question. Parfait. Thank you. Just a question. J'ai une question. On a discuté pour savoir si la gouvernance mondiale était encore possible au niveau économique. Je me demande quels doivent être les objectifs, 3 objectifs d'une gouvernance économique efficace dans le monde actuel de votre point de vue. Les 3 points. J'ai posé la question en anglais, mais je suis française, évidemment. Qui veut répondre? Yeah, Larsen Ricroller. It's a good question. I don't have an answer to what is. C'est une très bonne question. Je ne sais pas quel est le moyen le plus efficace, mais je pense que nous avons besoin d'un accord politique à ce niveau-là. Ce n'est pas une question d'idées intelligentes ou des groupes de travail ou d'autres qui font des propositions incroyables. Il s'agit plutôt de trouver un accord entre des centres d'intérêt différents. La Chine va jouer un rôle important. Est-ce que la Chine a envie de donner plus d'argent? Ça, c'est une question au niveau des gouvernements, puisque la Chine devient une superpuissance. Ce n'est plus un pays en voie de développement. Ça, c'est une problématique. Est-ce que nous voulons donner plus de droits à la Chine en ce qui concerne la prise de décision pour savoir où va l'argent et ce que devrait faire la Chine? Et est-ce que nous sommes prêts à le faire? Ce qui vient d'être dit est très important. Nous croyons dans un monde, pour moi c'est très important. J'ai passé 10 ans dans le gouvernement lors du G20. Est-ce que nous pensons que le monde peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut y croire au niveau du climat? Est-ce que nous pouvons travailler ensemble? Ou est-ce que nous pensons que ce sera plutôt une question d'alliance avec une démarche multipolaire, multilatérale, où l'Europe travaille plus avec les États-Unis? Et ensuite, vous avez l'Inde, l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays très forts au niveau financier. Est-ce que nous nous divisons en plusieurs blocs? Ou est-ce que nous sommes capables de mettre en place des institutions mondiales économiques? Moi, je suis multilateraliste. J'aimerais bien garder cette gouvernance économique mondiale. Quelle est la position de l'Europe? Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que l'Europe est neutre? Est-ce que la Chine veut que l'Europe soit neutre? Est-ce que l'idée de la souveraineté d'Emmanuel Macron, c'est une très bonne idée parce que pour la Chine, c'est une très bonne idée parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit trop proche des États-Unis. Donc la Chine veut qu'on fasse quelque chose, nous devons y réfléchir en tant qu'Européens. Quelle est notre position? Nous voulons plus de souveraineté, plus d'indépendance. Mes 2 enfants habitent aux États-Unis. Je suis à moitié américain. Bien sûr, l'Amérique, c'est notre allié naturel, mais les États-Unis mettent leurs propres intérêts tout d'abord avec Donald Trump. Donc nous devons préserver une certaine indépendance par rapport aux États-Unis et nous devons mieux nous intégrer en Europe. Ça, c'est le débat qui a lieu actuellement. Je pense que l'Europe ne devrait pas s'aligner trop avec une partie. On doit travailler plus avec la Chine et avec l'Inde pour essayer de résoudre des problèmes mondiaux, que ce soit le climat et d'autres, ce sont des problèmes mondiaux. Voici les 2 choses importantes. Est-ce qu'on va diviser le monde en plusieurs blocs ou est-ce que l'Europe va se positionner ou est-ce qu'on essaie de garder un petit peu l'ancien monde où on va tous travailler ensemble? Je ne le sais pas. Neri Wood. Yes, great question. Très bonne question. 3 choses. Donc, vous avez demandé 3 choses qui pourraient permettre d'avoir une gouvernance économique mondiale qui réussirait. Donc, ce qui est tentant et ce qui est nécessaire. Ce qui est très tentant, c'est de faire en sorte que les pays qui sont plus ou moins d'accord se mettent ensemble pour mettre en place des accords les plus globaux possibles et utilisent leur puissance pour forcer les autres pays à être d'accord. Ça, c'est le modèle qui existe depuis longtemps dans le monde. Donc, la nécessité, c'est l'inverse de cela. Donc, tout d'abord, des institutions dont veulent faire partie tous les pays. Donc, pas des pays qui sont d'accord, qui forcent les autres. Le deuxièmement, ce serait d'avoir un accord maximal, non pas un minimal, qui serait la chose la plus importante à faire. Et la troisième chose à faire, ce serait d'utiliser les institutions internationales pour faciliter cette coopération pour que cela ne soit pas forcé ou obligatoire. Je pense que ça, c'est les 3 qualités, je pense qui devraient mettre en place pour les institutions de l'avenir.
Je crois fermement de la compétition dans les marchés. Pour que la gouvernance mondiale soit plus efficace, on a besoin de concurrence. C'est pour là qu'on a utilisé A, I et B. Avec plus de banques et plus d'options pour les pays, que plus de pays puissent participer. Donc on sera en concurrence les uns avec les autres pour améliorer l'efficacité. Alors, une question là-bas. Oui, j'aurais une question. Là, on discute de la règle des échanges mondiaux, de la crise de la règle des échanges mondiaux. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que cette crise de la règle des échanges mondiaux, finalement, ait des impacts sur les échanges dans les régions du monde? Et évidemment, je pense à l'Europe. La situation économique n'est pas très bonne. Politiquement, il y a une montée du nationalisme, il y a du protectionnisme. Mais pourquoi on pourrait ne pas trouver en Allemagne que finalement les Italiens ou les Français font des choses qui déplaisent? Et n'oublions pas qu'on a l'expérience du Brexit qui montre qu'à un moment quelconque, on peut dire bah, « ça ne me plaît pas, je m'en vais ». Donc tout ce que vous dites, comment on le décline chez nous? Thierry Derez. Alors, comment on le décline chez nous? En réalité, mon sentiment, c'est que c'est une question de volonté politique, donc populaire. Pendant des années, l'Europe a été présentée comme la cause de toute une série de difficultés et d'échecs. Tout ce qui était bien, et ce n'est pas seulement en France, je me suis renseigné, pas seulement en France, tout ce qui était bien était le fait des hommes politiques locaux, allemands, italiens, espagnols, français. Tout ce qui n'allait pas, tout ce qui gênait, tout ce qui était contrainte venait de l'Europe. Les gens ont fini par l'entendre. Les gens ont fini par le percevoir, l'entendre, et pour certains, jusqu'à le croire. Il me semble qu'il faut faire le chemin dans l'autre sens et être beaucoup plus affirmatif sur ce que l'Europe peut nous apporter. Maintenant, il me reste 30 secondes. Peut-être faudrait-il aussi que l'Europe accepte de jouer un autre rôle que celui qu'elle occupe actuellement, pour caricaturer, pour simplifier. Les États-Unis inventent, la Chine fabrique, l'Europe réglemente. Est-ce qu'on peut bâtir notre prospérité sur la seule réglementation? Pour ma part, je réponds non. C'est une réponse. Vous voulez répondre à cette question, Éric Fourel? Heureusement, le cadre européen aujourd'hui, il est d'une telle densité qu'il ne peut pas être défait. Et on voit bien aujourd'hui que nos amis britanniques regrettent tout de même ce Brexit qui leur a causé finalement une régression sur 4 ans maintenant. En termes économiques qui est assez évidente. Mais il reste bien sûr beaucoup de terrains de compétition à l'intérieur de l'Europe, notamment sur celui du prix de l'énergie. On en a beaucoup entendu parler pendant cette campagne électorale. C'est un des débats. Est-ce que les pays peuvent pratiquer un prix de l'énergie qui correspond à leur prix de revient propre, ou est-ce qu'on doit être sur une certaine harmonie à l'intérieur de l'Europe? Donc il y a des débats, il y aura toujours des débats sur le niveau de liberté à l'intérieur de l'Europe, de compétition économique entre les pays, et c'est tant mieux. Moi, je voudrais juste revenir une seconde sur, au fond, les 3 choses qu'il conviendrait peut-être d'espérer pouvoir faire au niveau de la gouvernance économique mondiale. 1, redonner un nouveau projet à la gouvernance économique mondiale, et c'est sur le terrain du climat qu'on peut y arriver. Il faut essayer de graduer les barrières tarifaires de telle manière à ce qu'elles répondent à une obligation de transformation climatique, et les ressources financières qui seraient tirées, et ça a été l'idée en fait de William Nordhaus, les clubs climat, le prix Nobel d'économie. Si on arrivait à tirer de ces barrières tarifaires des ressources nouvelles, il faudrait les mettre
au service du financement de la décarbonation des pays en voie de développement, parce que c'est eux qui auront les plus gros soucis de maintenir une compétition économique tout en étant dans une ère de la décarbonation. Donc c'est ça les deux gros enjeux, à mon sens, de la gouvernance économique de demain. C'est répondre aux enjeux du climat avant 2050, c'est faire en sorte qu'il y ait les sources de financement pour que les pays en voie de développement puissent suivre la pente de la décarbonation. Et j'en ajouterai un troisième, laisser malgré tout de la liberté au peuple en matière économique pour qu'ils puissent exprimer leur ras-le-bol de temps en temps et faire en sorte que les règles ne soient pas seulement faites que pour les anywhere et que quelque part on repense aussi un peu au somewhere en leur donnant des gages sur la moindre précarité à laquelle nous avons tous envie de pouvoir prétendre. Merci beaucoup Éric Fourel, et je vais donner la parole à Neri Woods qui m'a promis en signe qu'elle allait faire court. Just one. I think Juste une chose, je pense que la plupart des personnes dans cet auditoire pensent que le climat est un problème urgent qui doit être résolu, mais que nous avons un énorme problème. C'est qu'une grande partie des populations européennes et américaines pensent que l'action sur le climat est un luxe. Ils ne veulent pas rejoindre le mouvement pour changer le climat, sauf si leurs besoins les plus basiques sont remplis. C'était le problème de précarité, de logement, de revenus et de logement. On ne peut pas croire que le climat va nous permettre de trouver une solution à nos problèmes. Nous devons d'abord résoudre les autres problèmes plus fondamentaux pour que les gens comprennent que le climat, c'est le problème le plus urgent. Je suis d'accord. Je pense que c'est quand même une idée intéressante de réfléchir sur un projet, mais je pense que le climat, effectivement, c'est un problème complexe. Cela revient à ce que je disais, on disait tout à l'heure, nous avons une COP cette année. Un COP, c'est un peu comme la gouvernance économique mondiale, comme l'accord de Paris. Et le premier problème pour le COP, c'est la finance, l'argent, pour le reste du monde. Tout d'abord, les gens doivent être motivés, et c'est vrai, vous avez raison. Et deuxièmement, est-ce que nous avons cette volonté? Eux, ils pensent que nous utilisons 2 points de mesure. Nous émettons du CO2, c'est cumulatif, nous sommes responsables pour cela. L'Occident, les riches sont responsables pour le changement climatique. Est-ce que nous sommes prêts à donner l'argent à eux pour résoudre les impacts? Ça, c'est une question très importante. Cela doit réussir pour que le monde puisse progresser. 1 minute. I want to share with you our studies on the climate change. Partager avec vous nos études sur le changement climatique. Nous avons conclu que la Chine et les États-Unis et les tensions politiques et ces émissions de carbone ne permettent pas d'avoir à cause de ces tarifs très élevés entre les pays, les émissions de carbone pourraient être 450 millions de tonnes. Nous allons publier cela en chinois tout d'abord et ensuite en anglais. Nos intervenants, Lars-Henrik Röller, Neri Woods, Dr Yuan, Thierry Derez et Éric Fourel, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et à vous tous, je vous souhaite de bonnes rencontres. Attendez.